Ok les gars, donc aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu différent, on va quitter l'univers JavaScript et on va s'intéresser un petit peu aux bases de données. Alors nous pour ça on va voir un langage, c'est le plus connu, c'est SQL. Il y a d'autres langages les gars qui sont connus. Par exemple on fera un petit peu de cours en NoSQL avec MongoDB. Pour l'instant c'est pas le cas, on va rester sur SQL. Vous pour le titre, ce sera du SQL qu'il faudra présenter. Vous pourriez présenter le titre avec du NoSQL mais on va pas en faire assez pour que vous puissiez être compétent et bon dessus. Donc, premier truc à faire quand on veut faire une base de données, c'est aller installer MySQL Workbench, qui va nous permettre, les gars, de faire ce qu'on appelle un MCD. Alors, le MCD, qu'est-ce que c'est? C'est le modèle conceptuel de données. Qu'est-ce qu'un modèle conceptuel de données? C'est tout simplement le plan de votre base de données. D'accord? Alors, c'est très important parce que quand vous allez arriver sur des projets, si vous n'avez pas un plan de la base de données, en fait, vous arriverez jamais à intégrer le projet. Parce que vous allez tomber sur des projets qui ont 20, 30, 40, 50 tables, avec des tables qui ont des liens entre elles. Donc si vous n'avez pas un plan de tout ça, ça va être très compliqué de comprendre le projet. D'accord? Donc le premier truc qu'on fait avant de créer une base de données, c'est de le conceptualiser. Alors, il ne faut pas hésiter à prendre du temps pour ça. Ça peut être une journée, 2 jours, 3 jours. Il ne faut pas démarrer un projet avant d'être passé par ça. Parce qu'en fait, ça, c'est le plan que vous allez suivre après pour le développement de l'application. Donc si vous avez mal pensé votre base de données, bah, dès que vous allez arriver à PHP et que vous allez devoir créer votre application, ça va être très compliqué. Donc il vaut mieux d'abord se demander de quoi on a besoin, quels sont les liens entre les tables. Une fois qu'on est sûr de la base de données, là on peut commencer à coder. D'accord? Donc ça c'est une première étape qui n'est pas importante, qui est primordiale. Encore une fois, à votre titre, il est très important de le présenter. Si vous ne présentez pas ça, c'est comme si vous aviez foiré un quart du titre déjà. D'accord? Donc il y en a, voilà, il y en a un, il l'a pas présenté à son titre, alors que bah, je l'ai assez saoulé avec ça. Son titre, il l'a pas eu. D'accord? Et dans les remarques, bah, le jury il a mis MCD non présent. Alors que le gars, il l'avait fait. C'est juste qu'il l'a pas mis dans son dossier. C'est un peu con. Donc, pour faire des MCD, vous n'avez pas que Workbench, vous avez MySQL Workbench, vous avez Quicken, Dbeaver, ERDiagram, SQL Designer. Vous en avez plein, d'accord? Moi, je vous ai donné celui qui est le plus connu, je pense, et surtout celui qui est gratos. Comme d'hab, je ne vais pas vous faire payer des logiciels. Donc, MySQL Workbench est un logiciel de gestion et d'administration de bases de données qui a été créé en 2004, donc c'est un petit peu ancien. Et ça fonctionne avec ce qu'on appelle un langage qu'on appelle les UML. Alors les UML, les gars, c'est un langage de modélisation visuelle qui permet en gros de designer l'architecture de votre base de données. Donc ça va être des espèces de diagrammes qui vont vous permettre de créer des tables. Donc nous, en gros, on va dessiner des petits schémas et derrière, Workbench, il va nous générer le code SQL qu'on aura juste à exécuter pour créer notre base. D'accord? Euh, Donc là, c'est un petit peu ce que j'explique. Donc vous allez voir qu'on va créer des UML. UML, Unified Modeling Language, ou langage de modélisation unifié. Donc ça, pareil, les UML, bah, ils vont les attendre à votre titre. On va savoir ce que c'est. Si on vous dit, ouais, c'est quoi les UML, vous ne savez pas répondre, bah, c'est comme si je vous dis, c'est quoi le DOM en JavaScript et vous ne savez pas répondre. D'accord? Donc il faut bien leur montrer que vous avez compris tout ça, parce que, tu as vu, si je te dis c'est quoi le DOM et tu ne sais pas répondre, alors que tu sais faire du JavaScript, c'est chelou. Le jury va dire, mais comment ça se fait qu'il m'a fait du JavaScript et il ne sait pas c'est quoi le DOM? Bah là, c'est pareil. Comment ça se fait qu'il m'a fait des requêtes avec Symfony en SQL et il ne sait pas ce qu'un UML? Donc ça fait partie des termes qu'il faut vraiment connaître. Donc vous allez voir qu'en gros, c'est un ensemble de diagrammes, on va le faire ensemble évidemment, et qui décrivent la limite, la structure et le comportement du système et des objets qui s'y trouvent. Donc les objets, c'est les tables. Donc vous allez voir que nos tables, elles vont avoir des liens entre elles. Par exemple, un article, il va être lié à une catégorie. Mais un article, il peut aussi être lié à plusieurs catégories.
Et une catégorie, bah, elle peut être liée à plusieurs articles. D'accord? Vous avez des relations comme ça. Donc vous allez voir que cette relation, elle se fera toujours au travers d'une clé étrangère. Alors, vous allez voir que moi, je vais parler de deux choses, de PK et de FK. PK, c'est pour Primary Key, c'est clé primaire, et FK, c'est pour Foreign Key. Une clé primaire, les gars, c'est un identifiant unique pour un jeu de données. Un jeu de données, c'est quoi? C'est une ligne dans une table. Par exemple, si je crée le user de Motasem, bah, je vais enregistrer ces informations dans la table user. Il va avoir une place dans ma table. Il va avoir une ligne. On appelle ça un jeu de données. Chaque jeu de données doit avoir un identifiant unique qui me permet, en gros, si demain j'ai un deuxième Motasem, bah, ils auront une clé unique. Donc c'est via cette clé que je pourrai les différencier. D'accord? Si j'ai deux Nicolas Dupont, bah, c'est pas grave parce que j'aurai une clé étrangère différente. Donc ça me permettra de les différencier. D'accord? Cette clé-là, elle est gérée automatiquement. Vous vous rappelez, c'est comme quand on a fait la to-do list et qu'on a créé des to-do. Vous vous rappelez, on avait mis un ID. Et bien c'est ça. L'ID, c'est la clé primaire. Normalement, c'est auto-incrémenté, c'est auto-géré par la base. Quand tu insères une donnée, automatiquement, il fait plus ça. La clé étrangère, c'est, par exemple, si tu es dans la table commande et que tu veux faire un lien avec le user Motasem, et bien ce lien, il se fait via la clé primaire de la table user. Mais comme la clé primaire de la table user, j'y fais référence dans ma table commande, bah, la clé primaire, ça devient une clé étrangère. Parce que je fais référence à une clé primaire dans ma table. Mais on verra ça ensemble, vous inquiétez pas. Donc vous allez avoir ce qu'on appelle des liens de cardinalité. Parfois, vous allez avoir des relations 1 à 1. D'accord? Parfois, vous allez avoir des relations à 1 à plusieurs, plusieurs à 1 et plusieurs. Donc par exemple, 1 à plusieurs, c'est un user est lié à plusieurs commandes. Mais une commande est liée à un user. Vous voyez la différence? Et globalement, vous allez avoir toutes ces propriétés qu'on va voir ensemble. Donc PK pour primary key, NN pour note nulle, AI pour auto-incrémente, et les autres, franchement, à part UK pour unique, les autres, moi, je les ai jamais vraiment utilisés. D'accord? Et du coup, FK que j'ai oublié de mettre. Ici, j'aurais dû mettre FK aussi. Donc, on va passer au logiciel pour pas faire trop de théorie. Revenez sur Workbench. Ici, là, dans le petit dauphin. Ou non, pardon, ici, excusez-moi. Ici, là, dans les petits diagrammes qu'il y a ici, là, vous allez cliquer dessus, en haut à gauche, et vous allez créer un nouveau modèle. Alors nous, ce modèle-là, on pourrait l'appeler... vous allez faire Add diagramme ici, une fois que vous avez cliqué dessus. Double-cliquez. Ah, attendez, il ne m'a pas demandé comment l'appeler. Cliquez, pardon, sur MyDB. Vous avez ici MyDB. Revenez en arrière. Donc MyDB, cliquez dessus. Et vous allez changer le blaze. Vous allez l'appeler bibliothèque. Ou library. Vous savez quoi? On va tout de suite prendre des bonnes pratiques. On va rester en anglais, d'accord? Fini le français. Vous allez faire entrer. Donc là, on a renommé le nom de la base de données. Si vous regardez bien, on a aussi configuré l'encodage. Normalement, le char 7, vous savez ce que c'est? UTF-8. Donc ça, c'est pour qu'ils prennent en compte la plupart des langages européens. Même le russe, c'est compris. Donc ça, on l'avait déjà vu, vous vous rappelez, quand on a fait du HTML. Et ensuite, vous allez cliquer sur ER diagramme. Si vous n'avez pas ER diagramme, cliquez sur Add diagramme. Moi, c'est parce que je l'avais déjà fait. Et vous devriez arriver ici. Laquelle? Ici? Tu double-cliques là sur MyDB, je crois, toi, t'as. Et là, tu vois, tu as schema name, donc nom du schéma. Le schéma, c'est ta base de données.
Regarde, j'ai double-cliqué ici, sur Library. Et là, tu as ça, là, Schema Name. Moi, je l'ai appelé Library. Ouais. Un diagramme, ouais. Et tu devrais arriver ici. Donc là, le but, les gars, ça va être quoi? Ça va être de schématiser notre base de données. Donc pour ça, vous avez des petits outils sur la gauche. Et vous avez ici un petit encadré. Si vous regardez bien, si vous le survolez, il y a écrit Place New Table. Donc ça, c'est pour créer une nouvelle table. D'accord? Donc vous allez cliquer dessus. Et après, vous allez recliquer sur le quadrillé. Hmm. Vas-y, clique dessus. Ok. Bah, ferme-le, redémarre-le. Donc, si vous faites ce que j'ai fait, regardez, je vais recommencer. J'ai cliqué ici sur le petit encadré. Place a new table. Et j'ai cliqué dans l'encadré. Désinstalle-le, réinstalle-le si jamais ça bug encore. Et là, à partir de ça, je sais pas quoi dire. Donc, une fois que vous avez créé la table, vous double-cliquez dessus. Et on va pouvoir la mettre en place, cette table. Donc là, vous avez Table 1. Nous, on va changer Table 1, on va mettre User. Parce que je suis en train de créer une bibliothèque. D'accord? Et cette bibliothèque, ça va être notre projet fil rouge pour apprendre SQL ensemble. Ok, les gars? Donc, ce que je vous propose, vu que vous en avez un petit peu bavé là pendant 2 mois, venez, on se fait une semaine, 2 semaines cool avant les vacances. L'après-midi, on se fait des ateliers, bosser en groupe. Genre, on va détendre un peu le rythme. D'accord? JavaScript, c'était un peu violent. Là, on va se détendre un peu. Mais vous allez voir que j'ai été très très généreux en JavaScript. J'ai fait 2 fois plus que ce que le programme préconisait. Mais ça va vous aider énormément pour la suite. On a gagné beaucoup de temps en fait pour la suite. D'accord? Donc, je l'ai appelé user. Et si vous regardez ici en bas, on peut ajouter des colonnes. Donc, une table, les gars, c'est quoi? Bah, c'est un endroit où on peut stocker des données. Le truc, c'est qu'on peut stocker différentes données. Par exemple, pour un user, je pourrais avoir son prénom, son nom, son mail, son âge. Donc, on va avoir des données de différents types. Ok? Chaque donnée, c'est une colonne. Donc, chaque colonne, bah, c'est une donnée que je veux stocker dans la table. Et chaque ligne, c'est un jeu de données. C'est les informations de la personne. D'accord? C'est logique. D'accord? Si c'est pas logique, vous me le dites. Donc, nous, on va créer une première colonne. Regardez, quand j'ai double-cliqué dessus, direct, il m'a mis quoi? Il m'a dit ID user. En fait, ID user, c'est quoi, les gars? C'est la clé primaire. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. C'est l'identifiant unique qui va permettre d'identifier ce jeu de données. C'est obligatoire. D'accord? Moi, je ne vais pas l'appeler ID user, je vais l'appeler ID, parce que par défaut, on l'appelle comme ça. Et dans data type, regardez ce que vous avez. Vous avez pas mal de données différentes. Vous avez des varchars, des décimales, des blobs, du texte, des dates. Donc ça, c'est tous les différents types de données qu'on peut avoir pour une colonne. Nous, l'ID, les gars, ce sera toujours un chiffre. Toujours. Donc, on va sélectionner int pour integer. D'accord?
Putain, qu'est-ce qu'il me fait là? Prends la tête. Donc si vous regardez bien ici, on a des propriétés. On a PK, NN, UK, UN, ZF, etc. C'est ce que je vous ai montré juste avant. C'est les différentes propriétés qu'on peut assigner à une colonne. Donc moi, c'est une primary key. C'est une clé primaire, donc je vais sélectionner PK. La clé primaire, elle ne peut jamais être nulle. Je ne peux pas avoir un ID nul. D'accord? Donc je vais sélectionner NN. Et moi, j'aimerais bien ne pas gérer moi-même cette idée-là. Donc vous avez AI pour auto-incrémente que vous allez sélectionner. Ça va permettre quoi? Ça va permettre que si demain j'insère un nouveau user en base, bah, l'ID il est auto-incrémenté. Je ne le gère pas. D'accord? Parce que sinon, comment tu vas savoir que tu as 999 personnes en base? C'est pas gérable. Donc si vous agrandissez un petit peu votre table, vous allez voir qu'il y a des choses qui apparaissent. Alors un abonné, ça va être aussi un first name. Donc moi, je vais mettre ici first name. Et un first name, c'est quoi? C'est du texte. Alors du texte en SQL, c'est ce qu'on appelle un varchar. Et 45, c'est combien de caractères peut faire mon prénom. Donc je pense que 45, on est large. D'accord? Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de prénoms qui font plus de 45 caractères, donc moi je vais laisser 45. Et ça ne peut pas être nul. Donc je vais mettre ici note nulle. Et pour l'instant, je vais faire que ça. Ça va? Ouais, vous avez vu, tranquille. Là où ça va être un peu plus compliqué, c'est les relations entre les tables, mais on va tellement faire de requêtes, les gars, que genre à la fin de la semaine, vous serez des pros en SQL. Et si on commence PHP lundi, elle serait belle, tu vois. Mais PHP, vous allez kiffer. PHP, ça va être le fruit de tous vos efforts. Vous allez trouver ça bidon. Donc, je vais créer une deuxième table. Parce que là, j'ai mes users. Mais j'ai aussi, du coup, une table que je vais appeler book. Pour les livres empruntés. Dans book, bah, je vais avoir un ID. Qui sera une clé primaire, du coup. Une PK. Auto-incrémentée. Dedans, j'aurai une colonne pour l'auteur. Là, pour le coup, l'auteur, je vais mettre 75 caractères parce que peut-être qu'il y aura son nom et son prénom. Et ça ne peut pas être nul non plus. Je vais avoir un title pour le titre du livre. Je vais mettre 75 aussi, on ne sait jamais si le titre il est long. Ça ne pourra pas être nul, je ne peux pas avoir un livre sans colonne. Ça n'a pas de sens. Et on va s'arrêter là. Ça va? De quoi? C'est tout, c'est tout. Il y a l'ID, la clé primaire, auteur et title. Alors vous avez vu, par défaut, normalement, quand on crée une table, les gars, les noms sont au singulier. Ici, j'ai créé book, j'ai pas créé books. D'accord? Donc ça, c'est des règles de nommage qu'il faudra respecter. Faites gaffe parce que le jury va être attentif à ça. Il va être attentif à si vous avez respecté les règles de nommage. Pas de majuscules, pas de caractères spéciaux, pas d'accent. Comme d'hab en fait. Toujours comme ça en programmation. Si j'ai une colonne qui s'appelle... je sais pas si je peux zoomer. Dommage, je peux pas zoomer. Ah si. Si j'ai une colonne par exemple qui s'appelle first name, je sépare les deux prénoms, les deux mots par un underscore. D'accord? Je mets pas de majuscule. Donc eux, ils vont être attentifs à ça. Donc retenez bien. Donc si vous avez un doute, les gars, il ne faut pas que m'écouter.
D'accord? Vous avez Internet pour vous préparer. Donc, rappelez-vous bien qu'il y a des règles de nommage en SQL. D'accord? Les gars, je vous l'ai dit le premier jour, moi, je suis 40% de votre réussite. Derrière, il faut vous préparer, faire des recherches, faut aller un peu plus loin que moi. D'accord? Parce que moi, même si je vous dis tout, vous allez retenir 60%. Vous n'allez pas retenir 100%. Donc, quand vous allez vous rapprocher du titre, il faut vous préparer à tout ça. Parce que vous n'allez pas vous rappeler de tout. Moi, je peux me rappeler de tout parce que ça fait 8 piges que je fais ça. Mais vous, vous découvrez. Donc, là, je vous mets des mots-clés. Mais à vous, après, de vous préparer, soit de réviser les diapos que je vous ai filés, soit de réviser le code, soit d'aller faire des recherches. En plus, vous avez des IA maintenant qui vous aident de ouf. Vous dites à ChatGPT, s'il te plaît, c'est quoi les règles de nommage en SQL? Tu apprends ça par cœur, tu te fais une note. Tu peux même l'intégrer dans ton diapo si tu veux. Voilà. De toute façon, dès qu'on va revenir de votre stage, moi, je vais vous préparer des QCM de ouf pour réviser un peu tout ce qui s'est passé. Je vais vous faire passer à l'oral, je vais vous poser des questions de piège. On va bien se préparer. Ok? On vise le 100% de réussite, les gars. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, à votre avis, moi je dis, maintenant que j'ai ma table user, ma table book, tu as vu, c'est une librairie que je veux représenter. Là, je suis en train de modéliser ma base de données. Ma base de données, c'est quoi? C'est une librairie. À ton avis, est-ce que je pourrais avoir une autre table, sachant qu'en gros, bah, ça va être des gens qui vont emprunter des bouquins. Et ouais, là, il me faudrait une table emprunt. Pourquoi? Bah, pour savoir qui a emprunté quoi, et surtout quels sont les livres qui sont actuellement empruntés et ceux qui ont été rendus. Et moi, il me faudrait aussi un historique de savoir bah, qui c'est qui me l'a emprunté, qui c'est qui me l'a rendu quand. Comme ça, si j'ai un bouquin qui m'est rendu avec une page déchirée ou abîmée, je peux retracer qui l'a emprunté et voir du coup le dernier qui l'a pris et pénaliser le dernier. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir une table emprunt. Vous êtes d'accord avec moi? Donc vous allez venir ici. Et je vais l'appeler. Ouais, c'est un peu moche, mais je crois qu'on n'a pas trop de choix. Je sais pas s'il y a un autre mot que borrow. Ouais, rent, c'est pas mal. Ouais, mais un livre, c'est borrow, je crois, hein. Ouais, je suis en espagnol. D'ailleurs, j'ai pas réussi à retrouver ce mot-là. El anden. Ah, c'est là. Donc, venons en anglais, s'il vous plaît. Je sais que c'est borrow, mais borrow, c'est pas ouf. Bah, on va l'appeler comme ça. Donc, moi, je vais l'appeler borrow pour emprunt. Alors, faites gaffe, j'ai fait une bêtise là. Ici, c'était book. Donc, je vais avoir un ID comme d'hab. Primary key, pourra pas être nul. Auto-incrémente. Sur quoi? Toujours. Tu poses même pas la question, la clé primaire, elle est toujours auto-incrémentée. Donc, nous, il faudra qu'on fasse gaffe sur un truc. C'est les liens de cardinalité et tout ce qui est cascade. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que ces deux notions-là, le groupe d'avant, je leur en ai parlé, mais j'ai pas insisté. Et le problème, c'est qu'il y a un jury, il a posé une question un petit peu complexe et il parlait des cascades. Et l'élève, il n'a pas su répondre. Mais là, pour le coup, j'en ai pas beaucoup parlé, tu vois. Donc, et c'est une notion un peu complexe. Donc, cette année, je vais plus en parler avec vous. Comme ça, si demain on vous pose la question, bon, il a quand même eu son titre, tu vois. Mais c'était un truc où j'aurais pu un peu plus insister. On a dû en parler, mais vas-y, 15 minutes, tu vois. Donc là, je vais en parler un peu plus, surtout sur tout ce qui est cascade, pour que vous maîtrisiez bien ce que c'est. Donc, je me le note comme ça, on n'oublie pas. Parce que même moi, tu as vu, il y a tellement de choses que je peux pas tout me rappeler. Donc, je préfère noter. Donc, à votre avis, dans un emprunt, les gars, qu'est-ce que je vais retrouver à l'intérieur? Déjà, je vais retrouver peut-être une date de sortie. Moi, je vais l'appeler
date out. Et date out, le type, les gars, ça va être date. Je pourrais même mettre date time. Si je mets date time, les gars, ça va être la date et l'heure. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est juste la date. Donc, je vais mettre date. Ça ne pourra pas être nul. Je vais avoir aussi la date d'entrée. Donc, j'aurais d'ailleurs dû commencer par la date d'entrée. Date in et ensuite date out. Après, qu'est-ce que je vais avoir à votre avis? Bah ouais, j'ai besoin d'un lien vers mon livre. Alors, vous êtes d'accord qu'un un emprunt, c'est lié à un livre. Mais un livre peut être lié à plusieurs emprunts. Là, vous avez des liens de cardinalité, les gars. Regardez, ils sont ici. Là, vous avez des petites flèches un peu bizarres. Vous avez vu? Donc, 1, ça veut dire une entité, elle est liée à une entité. Là, j'ai 1N, ça veut dire que une entité peut être liée à plusieurs autres entités. Genre, un élément d'une table peut être lié à plusieurs autres éléments d'une table. Juste par exemple, là, le 1-1, ça serait quoi par rapport à ces trois trucs comme exemple? Quand on dit que c'est lié Là, il n'y a pas d'exemple ici. là, ce serait lié de un point à un point et ils peuvent se relier entre deux et ça peut pas aller sur d'autres points. Par D'accord. exemple, je sais pas, par exemple, imagine on avait une table pour les taxes et une table produit. Ben, un produit peut être lié qu'à une seule TVA. Et encore, ça marche même pas. Parce qu'une TVA, elle peut être liée à plusieurs produits. Donc, en fait, quand tu es en relation 1-1, ça veut dire qu'en gros, tu as un élément d'une table, il peut être lié qu'à un seul élément d'une table. Dans les deux sens. C'est un mot de passe précis, quoi. Ouais. Un user qui s'en Euh, C'est dans la même table. par exemple, ouais, si imaginons tu décidais d'avoir une table spéciale pour les mots de passe encryptés, bah, un mot de passe, il peut être lié qu'à un user. Et un user, il est lié qu'à un mot de passe. Ok, oui. Ok? Bel exemple. Ouais, c'est pas mal. Ça va, oui. Même si dans la vraie vie, on va pas faire ça, mais. Ah, ok. Donc ces relations-là, les gars, on appelle ça comme ça, regardez. On appelle ça many to one. Ça, c'est dans les liens de cardinalité. Ouais, on va faire un petit post chat GPT. J'en parle dans le diapo, mais ici, c'est pas mal. Donc, la première relation qui va nous intéresser, c'est la relation many to one. Donc, c'est une relation où plusieurs enregistrements d'une entité A sont associés à un seul enregistrement d'une entité B. D'accord? Par exemple, euh, la table commande qui est liée à user. D'accord? Je peux avoir plusieurs commandes liées à un user. Donc, ça va être une relation many to one. Là, ils vous ont donné un exemple. Un commentaire appartient à un seul article, mais un article peut avoir plusieurs commentaires. C'est ça many to one. OK? Ensuite, on a une relation one to many. Donc, c'est simplement l'inverse de la logique many to one. Un enregistrement d'une entité A peut être lié à plusieurs enregistrements d'une entité B. Donc, par exemple, un utilisateur peut avoir plusieurs articles, mais un article appartient à un utilisateur. D'accord? Many to one to many, c'est la même chose. Ça, c'est la relation justement 1 à 1, one to one. Donc, une relation où un enregistrement dans une entité est associé à un seul enregistrement dans une autre entité, et vice-versa. Donc, eux, ils ont dit quoi? Ils ont dit un utilisateur peut avoir un profil et un profil appartient à un utilisateur. Donc, ça, pourquoi pas, tu vois. Donc, ça, c'est one to one. D'accord? C'est les liens de cardinalité qu'on est en train de voir. Et ensuite, à many to many. Donc là, c'est quand une relation où plusieurs enregistrements d'une entité A peuvent être associés à plusieurs enregistrements d'une autre entité B. Un article peut être associé à plusieurs tags et un tag peut être lié à plusieurs articles. Tu vois, les tags, c'est les espèces de sous-catégories là qu'on voit dans les articles.
D'accord? Donc il vous a fait une petite, un petit récap. Donc vous avez les relations many to one to one, many to one. Many to many, pardon. D'accord? Mais ça, évidemment, on va le voir. On va le faire ensemble. Mais il faut juste que vous compreniez ça. Il y a 4 relations différentes. Et c'est celle-ci. Ce qui est logique, tu vois. Et après, nous, on aura besoin de voir un petit peu ce que c'est que les cascades. On verra ce que c'est. Et je voulais juste faire un truc. Parce que normalement, est-ce que c'est ce qu'on appelle les liens de cardinalité? Donc normalement, c'est ce qu'on appelle les liens de cardinalité. S'il vous parle de ça, voilà, c'est ça. Donc si le jury, tu vois, ils vous disent, ouais, quels sont les liens de cardinalité de votre BDD, t'as vu, là, ça peut paraître un peu compliqué comme question, mais en vérité, c'est pété. En fait, là, c'est juste un terme un peu technique pour vous dire, c'est quoi les liens entre vos tables. Bah, toi, tu pourras dire, bah, écoutez, dans mon site e-commerce, j'ai une, j'ai une table order, bah, elle a une relation many to one avec la table user. Pourquoi many to one? Parce qu'une commande peut être liée, plusieurs commandes peuvent être liées à un user. Mais un user, il est lié à une seule commande. Non, pardon, excusez-moi, c'est l'inverse. C'est une commande, elle est liée à un user, mais un user peut être lié à plusieurs commandes. Donc là, j'ai une relation quoi? J'ai une relation many to one. Pourquoi? Parce que plusieurs commandes peuvent être liées à un user. Vous avez capté? Comme je peux avoir plusieurs commandes liées à un user, bah, j'ai une relation many to one. Mais ça fait aussi one to many, parce qu'un user peut être lié à plusieurs commandes. Vous voyez le truc? Hein? Par exemple, Elliot, il est polygame, bah, il a une relation many to one. J'oublie souvent que je suis sur YouTube. Donc là, les gars, pour faire ce lien-là, je ne suis pas obligé d'utiliser les petits boutons que j'ai sur le côté, je pourrais le faire moi-même. Mais normalement, ces boutons-là, ils vous permettent de créer la relation. Donc tu vois, moi, je peux avoir plusieurs emprunts pour un user. Donc un user est lié à plusieurs emprunts. Donc là, je peux faire, normalement, laissez-moi tester parce que je suis jamais sûr avec ça. Normalement, je peux faire un user et voilà, c'était l'inverse. Donc normalement, je peux faire cette relation-là. Donc ici, j'ai mis quoi? J'ai mis que, en gros, une commande est liée à un user. Donc pour ça, j'ai pris ici 1 à n, cliquez dessus. Et j'ai cliqué sur borrow et ensuite sur user. Et là, il est en train de vous faire une relation many to one où il vous dit qu'un user peut être lié à plusieurs commandes, à plusieurs emprunts. Et comment il a fait ça? Bah comme je peux avoir plusieurs emprunts pour un user, bah un emprunt, ça va être lié à un user. Je peux avoir plusieurs emprunts et donc du coup plusieurs fois la même référence au même user. Et vous avez vu le lien qu'il a fait? Il vous a rajouté ici user-id. Ça, les gars, c'est une foreign key. C'est une clé étrangère. Une clé étrangère, c'est un lien vers une clé primaire d'une table externe. Donc là, regardez, je suis dans la table borrow et je fais un lien vers la clé primaire de user. Mais comme je fais référence à la clé primaire de user dans borrow, bah, ça devient une clé étrangère. Vous avez capté? Regarde, pour savoir qui a emprunté le bouquin, dans la table emprunt, j'ai fait un lien vers l'ID du user. Parce que c'est la meilleure façon de savoir qui a fait l'emprunt. Pourquoi? Parce que l'ID, la clé primaire, elle est unique. Donc si je veux savoir qui a emprunté le bouquin, dans borrow, je vais devoir avoir un lien vers la clé primaire d'un user. Parce que si je fais un lien vers son prénom, je peux avoir plusieurs mecs qui s'appellent comme ça. Alors que la clé
primaire, elle est unique. Je pourrais pas avoir deux mecs qui ont la même clé primaire. Ouais, viens pour l'instant, on reste comme ça. C'est déjà assez compliqué. Non identifiant, ouais. Tu vois, je sais même pas c'est quoi la différence. Chaque fois, j'oublie. Tous les ans, j'oublie. Donc, pour l'instant, viens, on reste comme ça. Donc, comme vous avez vu ici, j'ai user ID. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais référence à l'ID de la table user. L'ID de la table user, c'est une clé primaire. Vous êtes d'accord? Mais une clé primaire qui est en dehors de sa table, on appelle ça une clé étrangère. Une clé étrangère, c'est juste une clé qui fait référence à une clé primaire d'une autre table. Là, user ID, ça fait référence à l'ID de la table user. Mais comme j'y fais référence dans la table borrow, bah ici, c'est une clé étrangère. Ça marche? Et du coup, à un moment donné, on va récupérer les données de la table borrow. On n'aura que l'identifiant de l'user. C'est ça. À Mais ce moment-là, il faudra prendre ça pour aller c'est chercher. ça. Mais comme on aura son idée, bah, ce sera super simple d'aller récupérer ces informations. Parce qu'on dira, récupère-moi les informations de la table user pour l'idée 2. Et lui, il te renverra les données. Et il t'en renverra qu'un seul, parce que la clé primaire, elle est unique. Par contre, si je lui disais, ouais, c'est Toto qui m'a emprunté mon bouquin, renvoie-moi les informations de Toto. Si j'ai 3 Toto, t'es mort. C'est le clé qui a emprunté. Ok? Attention ici, les gars, on ne stocke pas de données pour l'instant. Pour l'instant, on conceptualise une base de données. Ouais, je vous le dis, parce que une fois, j'ai eu un élève, au bout de 2 jours, il me dit, ouais, mais je comprends pas, j'arrive pas à stocker de données. Donc là, on n'est pas en train de stocker de données, on est en train de conceptualiser la base de données. Une fois qu'on aura fait le schéma, on pourra sortir le code, l'exécuter, créer la base et ensuite stocker les trucs dedans. Donc j'ai besoin aussi, les gars, d'avoir un lien vers un livre pour savoir qui a emprunté quoi. Donc pareil, vous allez cliquer sur un N et vous allez faire la même chose mais vers l'ID du book. Ça marche? Vous allez voir que si vous cliquez sur votre tab Borrow et que vous allez ici dans l'onglet Foreign Keys, ben, il vous identifie les 2 Foreign Keys. Il vous dit, tu as 2 Foreign Keys. Tu as la clé étrangère pour user et book. Ça marche? Bah, non, tu es obligé d'avoir un user pour l'emprunt. Tu peux pas générer un emprunt si tu n'as pas un user qui est lié à ça. Tu pourras pas créer un emprunt sans user. Donc les clés primaires et les clés étrangères, les gars, elles servent de sécurité. Pourquoi? Parce que ça va aussi... si demain, par exemple, j'ai un user qui a emprunté un bouquin et que je supprime le user, je pourrais pas le faire. Parce qu'il va me dire, mec, tu essaies de supprimer un user qui est lié à une autre table. Donc ce sera à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire dans ce cas-là, si je veux supprimer l'user. Parce que normalement, les RGPD aujourd'hui en 2024, si le mec il veut supprimer son compte, tu peux pas garder ces informations. Donc il faudra à nous décider, grâce à ce qu'on appelle les cascades, de qu'est-ce qu'on fait si j'ai un user que je supprime. Nous, on va vouloir garder les emprunts, parce que je vais quand même vouloir garder l'historique. Par contre, ça veut dire que l'ID user dans la table borrow, bah, il va devoir devenir nul. Il faudra le rendre nul. C'est un peu ces histoires, par exemple, sur les sites internet, quand justement on supprime nos comptes, ils nous disent est-ce que vous voulez qu'on garde vos données C'est ça, durant un an ou, c'est ça. les Ouais, mais dans la commande, il n'y aura pas d'user. Donc tu sais que ça aura été commandé à ce moment-là, mais tu n'auras pas l'user. Ou alors, on peut choisir de supprimer la commande. Si toi, derrière, tu as généré de toute façon les factures, tu n'auras pas forcément besoin de garder ça. Donc à toi de décider ce que tu vas faire. Est-ce que si on supprime un user, on supprime la ligne dans borrow, ou est-ce qu'on la met à jour? Ce sera à nous de décider ça. Ok?
Dans index, les gars, vous retrouvez les index qu'on a mis en place. Les index, en gros, c'est les clés. Donc nous, on a une clé primaire et 2 clés étrangères. D'accord? Ah là, oui, il est déjà 10h16. Euh, Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant, les gars? Ça va, ça vous paraît clair pour l'instant? Bah là, c'est plus concret, hein. Là, il y a pas besoin d'être créatif en SQL, hein. Il y a, allez, il y a 20-25 requêtes à comprendre. Et si tu les comprends, voilà, t'as les bases en SQL, quoi. Ok? Juste bien penser comment on va traiter nos données. Le plus compliqué en SQL, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est schématiser votre base. D'accord? Parce qu'en fait, si vous partez d'une mauvaise conception, la suite, elle va être très pénible. Donc, il faut vraiment prendre du temps. Quand vous allez sur votre projet perso, pardon, j'ai limite envie de vous dire, ne commencez pas le code avant que je valide votre base. Ok? Comme ça, vous perdrez beaucoup moins de temps. Parce qu'en fait, si vous créez une base qui est bancale, quand tu vas commencer à coder, tu vas te rendre compte qu'il te manque des choses. Tu vas te rendre compte que tu ne peux pas les récupérer les données. Et du coup, tu vas revenir, tu vas remodifier, et ça, tu vas faire de l'aller-retour. Et du coup, c'est un peu la misère. Donc, en plus, c'est vraiment le truc que les jurys vont le plus voir, c'est votre base de données. Parce qu'ils vont exiger que vous fassiez un screenshot de ça. Donc là, ils peuvent voir en fait si votre base elle est bancale. Donc moi, j'aimerais bien vérifier et valider votre base de données pour votre titre. Comme ça, personne ne vous fera de remarques sur votre base déjà. Ok? Mais pour qu'on puisse faire ça, les gars, vous jouez le jeu. Il faut que quand vous revenez de votre stage, votre projet soit pratiquement terminé déjà. Ok? Quitte à me déranger pendant votre stage, il n'y a pas de souci. L'école, elle me paye 5 jours pendant votre stage. J'ai 5 jours pour vous. Donc profitez de ces 5 jours. Vous êtes 10, ça fait une matinée par personne. Et moi, vous me connaissez, s'il faut que je fasse une journée par personne, il n'y a pas de souci, tu vois. Tout ce que je veux, c'est que vous réussissiez. Que j'ai pas fait tout ça pour rien et vous non plus. Ok? Donc, vraiment, là, on se rapproche de plus en plus. Vous avez vu, ça passe vite. On est presque, on arrive presque en 2025. Faites-moi confiance, d'accord? Là, je vous donne beaucoup de choses pour votre titre. Ça, pareil, bossez-le bien et faites-moi vérifier. Quand on va revenir, vous avez vu, j'ai calé toute la distance exprès avant. Comme ça, quand on revient de votre stage, on a beaucoup de temps ensemble. Du temps justement pour que je puisse voir tout ça, vous dire bah non, ça va pas, et que ce soit carré, tu vois. Profitez vraiment des 2 mois qu'on va avoir avant le titre pour avoir un truc parfait, être prêt de ouf, passer à l'oral, tu vois. Ok, venez pas pour écrire votre rapport de stage. C'est, ce serait vraiment dommage. D'accord? Le groupe d'avant, je vous dis, j'ai dû les défendre. Parce qu'il y en a, ils sont venus en cours, ils m'ont pas écouté, et ça s'est ressenti pendant le passage. Ok? Donc je vous montre juste un truc. C'est comment générer le code pour cette base. Ici, vous avez File et vous avez Export. Si vous faites Export, et là vous avez Forward Engineer SQL, donc je recommence, File, Export, Forward Engineer SQL. Vous faites Continue, Continue, et regardez maintenant ce que vous avez. Vous avez le code SQL qui a été généré à partir du schéma qu'on a dessiné. Fais Continue. Donc ça, les gars, c'est tout le code qui a été généré. On aurait pu le faire à la main, mais vous avez vu, c'est pas forcément évident, tu vois. Perso, je vais pas me faire tout ça à la main, tu vois. Donc là, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent, je sais pas si on peut agrandir un peu, hop. Donc ils vous disent en gros, bah tu vas me créer un schéma qui s'appelle librairie. Tu vas le faire s'il n'existe pas. Donc ça va vous créer votre base de données. D'accord? Ensuite, tu vas rentrer dans cette base de données, tu vas l'utiliser, parce qu'après, tu vas faire de la création de table. Et la création de table, il faut la faire dans une base de données. Donc ici, j'ai fait use library. Là, ils ont créé une table. Il a dit crée-la si elle n'existe pas, la table user. Dedans, tu as un ID qui est auto-incrémenté, qui ne peut pas être nul. Donc ça, là, les gars, ce que vous avez ici, c'est des contraintes. D'accord?
Pourquoi c'est des contraintes? Parce que je dis que ça doit être absolument un integer, il ne peut pas être nul, et il faut qu'il soit auto-incrémenté. Donc c'est des contraintes. Ça veut dire que si quelqu'un essaie de mettre un string dans votre ID, bah, ça va renvoyer une erreur. Ok? First name, pareil, contrainte, c'est un varchar, il ne peut pas être nul. Et ici, ça, c'est la syntaxe pour déclarer l'ID comme la clé primaire. Et on utilise un moteur qui s'appelle InnoDB. InnoDB, c'est le moteur SQL qui permet de faire tourner tout ça. Il y a plusieurs moteurs différents. Lui, c'est celui qui est utilisé par défaut. Peut-être qu'on verra plus tard pourquoi. On peut se le noter. D'accord? Pour l'instant, on s'en fout. Pareil, vous avez ici book, même principe. Et ensuite, plus compliqué, vous avez la table emprunt. Donc la table emprunt, qu'est-ce qu'elle fait? Ben regardez, elle a mis en place les colonnes, elle a défini ici les foreign keys, et elle a mis en place des contraintes. Qu'est-ce qu'elle dit ici? Elle dit que si jamais je supprime un user, je fais rien. Nous, plus tard, on pourra voir si on décide pas autre chose. D'accord? Est-ce que si je supprime un user, bah, je supprime pas finalement un emprunt? Faudra voir. Pareil ici, si je supprime un livre, bah, qu'est-ce que je fais on delete? Rien, pas d'action. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les cascades. Il faudra qu'on voit après comment les gérer. Et c'est ça la question un peu salaud, on va dire, que le jury avait posé. Et ça, je m'étais pas trop attardé dessus. Donc je prends aussi les feedbacks des sessions d'avant bah, pour faire attention pour les sessions d'après, quoi. Ok? Donc comme ça, vous savez le genre de questions qu'ils peuvent vous poser. Donc ce code-là, tu vois, je pourrais le prendre, je pourrais le copier-coller, et je pourrais l'exécuter bah, dans un SGBD pour créer ma base. C'est ce qu'on fera après. D'accord? Alors, normalement, je vais revenir en arrière. Mais je sais que sur MySQL Workbench, il me semble que tu peux créer la base de données directement avec ça. Mais je ne l'ai jamais fait. Et je ne sais pas comment on fait. Attendez, je vais quitter. Je vais revenir en arrière. Je vais sauvegarder. Donc moi, je vais l'appeler library. Et je me demande si on ne peut pas s'y connecter directement. Je crois pas. Tu vois, j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on fait pour que ça devienne vraiment une base de données. Et je ne sais pas comment faire. Donc je peux demander vite fait, attendez, on ira en pause après. J'ai créé mon MCD avec Workbench. J'aimerais qu'il me génère la BDD pour m'y connecter. Comment faire? Parce que moi en général j'utilise pas Workbench pour la suite, mais vu qu'on est sur Workbench, autant rester ici. Donc là ils vous disent ce que je viens de vous dire. Ouais, donc je crois pas que c'est possible. Parce que là il dit la même chose que moi, il dit qu'en gros il faut récupérer le script et l'exécuter ailleurs. Donc c'est ce qu'on fera après la pause. Ok? Bon café. Après la pause, on utilisera le terminal pour exécuter les requêtes. Comme ça, on se focalisera vraiment que sur la syntaxe. Sauf qu'il a une option database, connect database.